Donc je passe maintenant la parole à Léo Martin, qui est doctorant au Muséum, dans une unité qu'il pourra présenter s'il le souhaite, parce que c'est un joli sigle, voilà. CESCO PALOC, ça vous dit beaucoup de choses, voilà, tout est là. Et donc le thème sera donc le lapin de Garenne dans les grands parcs urbains avec l'historique d'une gestion en Seine-Saint-Denis. Vous avez la parole. Et merci beaucoup. Ok, c'est vert, c'est bon. Oui. Le taser, très bien. Merci de me donner la parole. Je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à participer. C'est très enrichissant et dynamisant pour ma part. Donc, je m'appelle Léo Martin, je suis en deuxième année de doctorat au Muséum d'histoire naturelle de Paris au sein du CESCO, donc, qui est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, mais aussi le laboratoire PALOC, patrimoine locaux et gouvernance. Donc, c'est une thèse qui est financée par le département de la Seine-Saint-Denis. Et pour ma part, je travaille à l'interface entre les sciences sociales et les sciences naturelles sur une thématique qu'on pourrait qualifier de peu commune, celle de la gestion des populations de lapins de Garenne dans les grands parcs urbains. Et plus spécifiquement, dans mon cas, je m'attache à comprendre, dans ce contexte précis, quelles sont les modalités de cohabitation entre les humains et les lapins de Garenne. Donc, mon terrain en question, je travaille sur le département de la Seine-Saint-Denis. C'est un département qui a été fondé en 1968, qui est l'un des plus densément peuplés de France. Sa population est très métissée et son territoire est très urbanisé et fortement marqué par son histoire industrielle. En dehors de ces grands ensembles, ce territoire possède un réseau de sites Natura 2000 et je travaille plus particulièrement sur deux grands parcs qui appartiennent à ce réseau, à savoir le premier, le parc Georges Valbon, qui a été construit en plusieurs étapes dès 1960 et qui possède actuellement une surface de 400 hectares. Le second, baptisé le parc du Saussé, fut planté en 1981 et possède une surface de 200 hectares actuellement. Donc le propos de mon intervention portera sur l'historique de gestion des populations de lapins de Garenne sur ces deux parcs, car en effet, voilà maintenant 27 ans que les gestionnaires tentent de trouver une solution qui permettrait de résoudre, entre guillemets, ce qui est pour eux une question récurrente, à savoir comment gérer efficacement et durablement ces populations de lapins. Le but de cette intervention n'est pas d'apporter une solution technique, on est bien d'accord, à cette espèce, pour la gestion de cette espèce, mais plutôt de comprendre et d'analyser comment cette problématique de gestion s'est construite dans ce contexte. Alors pour répondre à cette question, j'ai mené 25 entretiens ethno-historiques, des observations participantes et des recherches d'archives, et je me suis intéressé à l'évolution des pratiques de gestion et des représentations du lapin de Garenne auprès des gestionnaires et auprès du monde institutionnel, avec un cadre socio-anthropologique, mais aussi avec une vision pragmatique et autant que faire se peut agnostique. On peut distinguer une première période par rapport à cette question de gestion qui est l'émergence de ce problème. Alors comme on est dans un comité d'histoire et je me suis dit que c'était de bon ton de faire une frise chronologique, je me suis prêté à cet exercice et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1979, alors que le parc Georges Valbon est déjà construit et que le parc du Saussé s'apprête à être construit, la présence du lapin est signalée dans les deux sites. Mais le lapin ne semblait pas poser de problème. Il faisait partie de la faune locale et au même titre que le reste, il faisait partie des parcs. C'est une réelle aubaine pour le lapin puisque en fait, la construction des parcs a réuni par la suite toutes les conditions propices à sa multiplication. La plantation du Saussé dans les années 81 et tout de suite la pose d'enclos grillagés avec ici cette photo qui montre bien le dessin très quadrillé de ce parc pour éviter justement que les lapins essayent de franchir et aller intervenir directement sur les parcelles. En fait, il a fallu attendre 1989 pour avoir la première alerte avec une lettre qui est adressée au Conseil général pour un peu communiquer ce souci par rapport à la gestion de cette espèce qui paraît de plus en plus préoccupante. La solution, en fait, c'est de faire intervenir à l'époque des chasseurs locaux, mais ça marchait plutôt bien. On avait l'impression, en tout cas, de gérer les choses pour les gestionnaires.
Et puis, donc la technique utilisée, hein, pour préciser, donc, c'est la reprise du lapin via les furets, avec les techniques de bourse majoritairement. Le but étant d'attraper les lapins vivants, ces lapins servant dans la plupart du temps, en tout cas à cette époque, à alimenter des territoires de chasse. Donc la première alerte est donnée, et puis en 1990, tournant pour les parcs, émergence de la gestion harmonique. Donc là, les parcs réorientent énormément leurs modalités de gestion et proposent de se développer en fait ce concept qui se base sur la gestion différenciée, et l'objectif est de penser en fait un compromis entre l'aspect sauvage et le confort paysager du public. En outre, la gestion harmonique s'attache particulièrement à la notion d'équilibre, et c'est un point important, équilibre biologique d'une part, et équilibre entre l'accueil du public et la gestion de la biodiversité d'autre part. Ces objectifs ne sont pas sans conséquence pour les parcs, puisque leur orientation de gestion évolue sous l'effet de ce qu'on pourrait appeler une mise en ordre écologique qui s'opère au fil du temps. Ce processus est très bien décrit par les travaux de Marine Legrand en anthropologie. Je vous y réfère. Et c'est précisément dans ce contexte évolutif que je vais décrire la suite, car le lapin vient bousculer cette idée de compromis tant recherchée par les gestionnaires. La solution des chasseurs locaux ne marche pas, et parallèlement, le lapin en 90 est classé nuisible par un arrêté départemental. Et on reproche vraiment à cette époque donc au lapin de causer des dégâts notamment sur les arbres par l'écorçage, de creuser des galeries provoquant une détérioration esthétique, j'emploie les termes d'extrait de rapport, d'avoir un impact sur les plantations d'ornement, mais également un impact sur les chaussées avec un risque pour le public. Donc il s'ensuit aussi de dégâts, et c'est là que j'insiste aussi, puisqu'il y a des points très saillants dans cette historique qu'il ne faut pas oublier de nommer, de dégâts sur des sites bien particuliers, notamment sur la Cerisée au parc Georges Valbon, et qui vont marquer comme ça les gestionnaires dans la prise de décision à venir. Donc des événements frappants. Et ensuite, les chasseurs locaux n'étant pas assez efficaces pour les gestionnaires, une convention se prend acte entre les parcs départementaux et la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France en 1993. Et il s'ensuit d'ailleurs de premiers comptages, donc là on essaye un peu de dénombrer cette population, et puis on effectue des reprises avec les premières difficultés qui se posent aux repreneurs. Première difficulté qui amène d'ailleurs instauration de la gestion harmonique en 1994 à effectuer des tirs de nuit sur donc arrêté préfectoral au sein de la Courneuve. Ces tirs seront arrêtés par la suite pour des questions de sécurité et aussi de déontologie. Donc en résumé, la première période, il faut savoir, le lapin en fait était présent dès la construction des parcs, que l'inquiétude vis-à-vis du lapin se construit au travers des pratiques des gestionnaires, donc il y a un aspect pragmatique dans cette construction, et le lapin devient une préoccupation administrative. On part d'un lapin sympathique et on va vers un lapin qui tout de suite rentre dans le champ administratif. Il y a deux champs de connaissances qui sont mobilisés principalement, les connaissances horticoles et cynégétiques, avec une première tentative de régulation et la gestion harmonique qui vient rajouter un degré de complexité à ce système. Ensuite, la deuxième période de l'intensification qui se caractérise par l'intensification des mesures de régulation. À partir de 1996, il y a une mise en place des comptages systématiques dans le parc du Saussay, comptages qui se perpétuent encore également et qui permettront aux gestionnaires de suivre l'évolution de ces populations. Une association se crée en 1996 pour essayer de fédérer les chasseurs locaux qui interviennent encore sur le site, mais de façon des fois un peu trop désorganisée pour les gestionnaires. Donc pour éviter ça, il y a une association qui vient être mobilisée. Et puis en 1996, puisque l'hiver se fait rude, sous les conseils éventuellement cynégétiques, on nourrit ces espèces sur le parc qui causent des dégâts assez importants aux plantations récentes. Effet recherché de substitution
assez paradoxal, puisque les populations l'année suivante ont du coup explosé. Ici, une photo du coup de décorsage d'arbres. Et puis, pour sortir de ce schéma aussi, du coup, associatif, collaboratif, cette fois-ci, on professionnalise la gestion et une société de régulation en fait, qui vient intervenir sur le parc. Donc on paye des gens pour intervenir directement et essayer un peu de rendre ces mesures plus efficaces. À la suite du nourrissage, de tout le dégât, un article de presse sort en 1994 et en première page du Seine-Saint-Denis Matin parle d'une catastrophe écologique puisque en fait, la population de lapins a causé la mort de 15 000 arbres au sein des parcs. Ça, il faudra leur demander. Et puis, en 1998, une nouvelle société de régulation se partage le budget avec la première. Et un bureau d'études vient essayer un peu de faire la synthèse de tout ce qui se fait au sein de cette gestion, un bureau d'études en génie écologique. Il rend un rapport où il essaye d'ailleurs de mettre en place des comptages un peu plus standardisés, de former les techniciens, de réfléchir à des scénarios de gestion, de réaliser aussi des enquêtes et d'identifier les zones favorables aux lapins sur le parc, mais aussi de faire des bilans économiques et de proposer des scénarios qui seraient en accord avec les objectifs du parc. Les scénarios sont les suivants. 1. Adapter la gestion de la végétation et laisser faire. Le 2. Réduire la probabilité de reproduction du lapin en cherchant un optimum. Et ensuite, le 3e, un objectif 0 lapin en considérant que le lapin n'a pas sa place dans les parcs. C'est la 2e solution qui est retenue dans le cadre du parc du Saussay, mais aussi dans le parc Georges Valmont. Donc, il fait la synthèse un peu de ces comptages et on voit que les populations, du coup, augmentent au sein du Saussay. Et il propose, du coup, des mesures assez drastiques pour, du coup, cloisonner cette population et limiter ses capacités, du coup, de dispersion. Donc, ce sont des pales planches qui sont posées sur le long des voies de chemin de fer du parc du Saussay, et pour éviter le passage de ces lapins qui viennent, en fait, des talus SNCF alimenter le parc, et c'est des ouvrages lourds et économiquement coûteux qui sont installés. Parallèlement à ça, il propose du coup le bouchage et le rebouchage des garennes, où il s'ensuit du coup des milliers de terriers qui vont être rebouchés d'année en année à la suite des opérations qui sont menées. Donc la population baisse, mais elle ne disparaît pas parce que c'est pas non plus l'objectif, et on n'y arrive pas de toute façon, mais c'est pas l'objectif des parcs. Et on peut résumer cette période donc par différents points. Premièrement, que la mesure de régulation, les mesures de régulation du coup opérées n'ont pas toujours les effets désirés. La preuve étant le nourrissage, mais aussi le rebouchage, puisque les populations continuent à croître. On assiste à une professionnalisation de la gestion. On rentre dans un système répétitif avec un système de comptage et de reprise qui, en fait, d'année en année, se reproduit. On assiste aussi, et je ne l'ai pas souligné, mais à une confrontation des formes de savoir, puisque, du coup, les savoirs synégétiques et les savoirs d'ingénierie écologique vont se confronter sur toutes ces questions de rebouchage, de cloisonnement de population. Et aussi un renforcement du réseau de repeuplement de lapins, puisque l'arrivée en fait, des sociétés de régulation permet en fait, d'établir un réseau assez solide de redistribution de lapins auprès des fédérations des chasseurs qui mènent des programmes de repeuplement de lapins au sein de départements où il se fait cruellement manquer. Et ensuite, on peut souligner des moyens matériels et humains très importants, colossaux, pour cette gestion. Combien de temps il me reste ? On arrive dans 5 minutes. Okay. La 3e période, et après je conclurai. Alors là, c'est une période où on recherche des alternatives. Il y a une seule entreprise de régulation qui reste, l'autre se retire. Le bureau d'études continue à intervenir pour essayer de cadrer un peu tout cela. On arrête les rebouchages et on reprend ces rebouchages en 2004.
Parallèlement, il y a la création de l'Observatoire de la biodiversité urbaine au sein de la Seine-Saint-Denis qui entérine davantage les objectifs du coup, d'orientation, de protection de la biodiversité au sein de ces parcs. Et des animations se fédèrent autour de la reprise des lapins, notamment avec la participation de grand public en collaboration avec les lycées. Les parcs sont classés au titre de zone Natura 2000, puisqu'il y a eu un effort de gestion qui a été fait depuis pas mal d'années. Et donc c'est un peu la consécration pour les gestionnaires. Et puis, il y a l'ONCFS, c'est le muséum qui se propose d'intervenir en tant qu'expert et conseiller sur cette question. L'Office national de la chasse est consulté et est plutôt assez ébahi de voir en fait ses effectifs. Donc il y a un problème de langage entre les gestionnaires et l'ONC. Il y a une tentative de collaboration, mais elle n'y arrive pas. Et puis l'expert du muséum intervient et les propositions qui sont faites, à savoir laisser faire, ne conviennent pas du tout aux gestionnaires qui cherchent vraiment cet optimum. On réalise un master aussi sur les représentations sociales de cette espèce, entre autres, et qui montre déjà la pluralité de ces représentations. Une étude ONF vient alimenter un peu tout ça avec cette inquiétude du coup par rapport à la régénération de ces boisements, puisque le lapin du coup occasionne des dégâts. Il y a un rapport qui est produit, le rapport ne parle pas du lapin. Ensuite, un plan de gestion vient aussi un peu étayer les objectifs de gestion écologique du parc, mais le lapin n'est pas reconsidéré par ailleurs. Il faut continuer à réguler cette espèce. Le conservatoire botanique réalise une expertise sur la gestion des prairies, montre qu'il y a un impact effectivement des lapins sur les prairies, mais ça ne va pas plus loin. Ils disent justement qu'il y a plutôt le maintien des strates rases et une eutrophisation partielle du milieu. En 2014, arrêt de l'entreprise, on remet le système en cause. La gestion ne s'opère plus. Et là, on se dit, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça vaut le coup ? On fait un bilan économique, ça coûte 56 000 € par an pour le parc du Saussé, 80 000 € en moyenne pour le parc... non, inversement. Pour le parc du Saussé, 80 000 € et 56 000 pour le parc de la Courneuve. Et on commence à penser à un projet de thèse dont j'en suis le fruit. Il y a toujours... la famille du lapin est un grand réseau, en fait, et on est très vite embarqué dans ce réseau. Donc je vous présente maintenant en conclusion l'évolution de ces populations, et puis finalement on s'aperçoit qu'elle est animée par plusieurs types de périodes, mais si on pourrait résumer cette troisième période, surtout, c'est que la première tentative de reconsidération du lapin, notamment avec la création de l'ODBU, n'a pas marché, que le lapin devient un support d'animation, donc il change de catégorie assez régulièrement, que l'augmentation des objectifs environnementaux avec Natura 2000 et l'ODBU cristallise des tensions autour de la gestion du lapin, que la consultation d'experts et de scientifiques n'a pas suffi à résoudre le problème, et que la reconsidération du système en 2014 en fait, a abouti à son recommencement. Les 3 étapes en question que vous pouvez voir sur ce système. En conclusion, on peut s'apercevoir que la confrontation en fait, des différentes formes de savoir, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, il y a eu énormément de savoir accumulé au cours de ces années, participe en fait à la complexification du problème et illustre bien par ailleurs la diversité des représentations, puisque à chaque savoir des orientations particulières, et on s'aperçoit que les orientations ne sont pas du tout les mêmes par rapport au type d'acteurs concernés. Que l'accumulation des savoirs basés sur l'expérience, pour le coup empirique, je précise accumulation, pas synthèse, et sur des formes d'expertise multiples, ne suffit pas à trouver un consensus de gestion. On a bien la preuve. Donc, on peut aussi se poser la question en fait, que cette histoire de gestion questionne en retour les orientations générales de gestion des parcs dans le cadre en fait, de cette gestion harmonique. Et puis aussi, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a parlé de mise en débat hier. Cette espèce, avec tous les acteurs qu'elle comporte, n'a jamais fait l'objet d'un débat concerté.
Et donc là, je pense que ce débat, vraiment, et on en a parlé déjà hier au travers de tous les exemples qu'on a pu voir, cette mise en débat est réellement nécessaire avec l'ensemble des parties. Reste à savoir, évidemment, qui va représenter le lapin. Je vous remercie.